Bonjour tout le monde. Pour terminer la partie des transports tubulaires, on doit définir les processus de transport dans la partie médulaire du canal collecteur. On doit également décrire les mécanismes de régulation de la réabsorption hydrique selon l'état d'hydratation, sans oublier bien sûr de parler des caractéristiques des différentes substances diurétiques. Donc, il faut dire tout d'abord que le canal collecteur est le site d'acidification et de concentration finale de l'urine et, dans sa partie médulaire interne, le lieu de réabsorption de l'urée. Donc, la partie médulaire est indispensable pour la régulation finale du pH urinaire et également de la régulation du bilan hydroélectrolytique et il permet c'est le lieu de réabsorption de l'urée. Alors l'urée a une importance capitale essentiellement dans la création et le maintien de gradients osmotiques cortico-papillaires. Alors, dans cet endroit, les cellules P présentent des récepteurs membranaires V2 qui sont ADH dépendants, également présentent des transporteurs apicaux UT1, c'est-à-dire urée-transporteur 1, spécifiques pour l'urée, et des canaux aquaporine 2, sont spécifiques pour l'eau, qui sont ADH dépendants, c'est-à-dire les UT1 et aquaporine 2 sont contrôlés par l'ADH. Alors les cellules P, au niveau médulaire, sont dépourvues des récepteurs cytoplasmiques de l'aldostérone. C'est pour ça, dans cette partie du tube collecteur, il n'y a plus d'action d'aldostérone. Avant de parler des mécanismes de réabsorption hydrique dans la partie médulaire, il faut savoir que la quantité ou bien le volume du liquide qui arrive au niveau de la partie médulaire est de l'ordre de 10%, et c'est l'équivalent de 18 litres. Alors, cette partie va subir une réabsorption facultative et contrôlée. Facultative, c'est-à-dire selon les conditions d'hydratation, du climat, conditions physiologiques. Alors, contrôlée essentiellement par l'hormone antidiurétique. Cette réabsorption de l'eau libre, c'est-à-dire sans réabsorption du sodium, est assurée à deux conditions. La première des choses, il faut qu'il y ait une médulaire concentrée, en présence bien sûr du gradient osmotique cortico-papillaire qu'on a décrit dans le transport au niveau de l'anse de Henle. Donc ce gradient créé ou bien à la suite de la fonctionnalité ou bien des spécificités fonctionnelles de l'anse de Henle, également en présence de l'urée. Donc l'urée participe dans la création de ce gradient et dans le maintien de celui-ci. Également, la deuxième des choses, c'est la perméabilité tubulaire à l'eau. Il faut que le tubule, au niveau médulaire, soit perméable. Cette perméabilité est assurée par l'ADH. Donc l'ADH, la présence d'ADH est indispensable pour que l'eau soit réabsorbée à cet endroit. L'eau traverse la membrane luminale via des aquaporines 2 ADH dépendantes et franchit la membrane basolatérale via des aquaporines 3 et 4 en présence, bien sûr, du gradient osmotique cortico-papillaire. Donc, ce sont les deux conditions qu'on a parlé. Il y a la première des choses, c'est le gradient osmotique. Et la deuxième des choses, c'est la présence de l'ADH qui est à l'origine de quoi? De l'expression des aquaporines 2 spécifiques pour le transport de l'eau. Alors, dans la médulaire interne,
L'urée est réabsorbée via des protéines de transport UT1 luminales, qui sont également ADH dépendantes, et des aquaporines 3 basolatérales, selon le gradient de concentration, bien sûr. Donc toujours, il faut qu'il y ait ce gradient de concentration qui est indispensable pour la réabsorption soit de l'eau, soit de l'urée. Alors, ces aquaporines 3 ne sont pas spécifiques pour l'urée ni pour l'eau. Ils permettent le passage des deux substances. Alors, l'urée réabsorbée retourne dans la branche descendante de l'anse et est sécrétée via des transporteurs UT2. On parle dans ce cas-là de la recirculation intrarénale de l'urée. Donc, c'est quoi la recirculation intrarénale de l'urée? C'est la réabsorption d'une bonne partie de l'urée dans la partie médulaire du tubule collecteur rénal et il la fait sécréter dans la branche descendante à travers des transporteurs UT2. Alors, si vous vous souvenez, il y a une partie, ou bien 50% de la quantité, ou bien de la fraction filtrée d'urée est réabsorbée par simple diffusion dans le tube proximal. L'autre partie, ou bien une bonne partie, est réabsorbée dans la partie médulaire du tube collecteur. Elle va participer dans la recirculation de l'urée. Alors, la fraction de l'urée excrétée est d'environ 40% de la fraction filtrée. Donc, bien sûr, cette urée filtrée et même excrétée dépend de quoi? Dépend du régime alimentaire. Donc, c'est pour ça, quand on prend une alimentation riche en protéines, ça va augmenter la fraction filtrée et même la fraction réabsorbée. Et donc, ça va augmenter encore le gradient osmotique cortico-papillaire. Et on va avoir une augmentation de la concentration des urines. Pour cela, c'est pour ça, les urines seront comment? Seront concentrées en cas d'une alimentation riche en protéines. Voilà sur le schéma la réabsorption hydrique et de l'urée dans la partie médulaire du canal collecteur. Donc il y a l'ADH qui se fixe à des récepteurs membranaires V2 spécifiques et qui va activer et stimuler l'expression des aquaporines 2 pour le transport de l'eau et l'expression également des UT1, urétransporteur 1, pour la réabsorption de l'urée. Alors, la réabsorption dans la face basolatérale se fait à l'aide des aquaporines 3 non spécifiques et non ADH dépendantes. Passons maintenant à la régulation de la réabsorption hydrique selon l'état d'hydratation. Donc, on va citer deux situations. Donc, il y a deux situations. La première, c'est la situation de déficit hydrique, par exemple en cas d'une restriction hydrique, ou bien une forte exposition à la chaleur, ou bien également un état de déshydratation extracellulaire. Donc, dans tous ces cas, on va y avoir une sécrétion accrue d'ADH, puisque l'ADH, c'est lui qui permet quoi? Qui permet une réabsorption facultative, essentiellement dans le segment terminal, permettant donc d'augmenter la volémie. Donc, cette sécrétion accrue d'ADH va augmenter, comme on a dit, la réabsorption d'eau dans la partie terminale du tube distal et même la partie corticale du canal collecteur. Donc on a dit que
la partie ou bien le liquide qui arrive à ce point, c'est-à-dire au niveau du tube collecteur, c'est de l'ordre de 15%. Alors, il va y avoir une réabsorption de 10%. Il reste combien? Il reste 5%. Les 5% qui restent vont subir également une réabsorption maximale de l'ordre de 4,7% au niveau de la partie médulaire. C'est pour ça, à la fin, on va avoir des urines peu abondantes, c'est environ 0,5 litres uniquement, et ça correspond à la diurèse obligatoire. Et ce sont des diurétiques, des urines hypertoniques, dont l'osmolarité peut aller jusqu'à 1200 milliosmolitres. Voilà comment ça se fait, la régulation en cas de déficit hydrique. La deuxième situation, c'est le cas d'excès d'eau. Ça se voit lors d'un diabète insipide central ou néphrogénique. Central, c'est-à-dire il n'y a plus d'ADH, il n'y a plus de synthèse ou bien de sécrétion d'ADH, l'ADH absent. Alors, le diabète insipide néphrogénique, appelé encore diabète insipide périphérique, est dû à quoi? Est dû au défaut d'expression des aquaporines 2. Il y a un problème dans les transporteurs de l'eau par défaut d'expression ou bien par un ADH non fonctionnel, par exemple, etc. Donc, le problème est périphérique. Ou bien lors d'une hyperhydratation. Lors d'un état d'hyperhydratation, également, on se trouve devant une situation d'excès d'H2O. On prend l'exemple d'une hyperhydratation, un état d'hyperhydratation. Donc, l'hyperhydratation va inhiber la sécrétion d'ADH. Alors, dans le diabète insipide central, est déjà absent. L'ADH est déjà absent. Et dans le diabète néphrogénique, l'ADH est non fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réponse. Alors, donc, la première des choses, en cas d'hyperhydratation en particulier, il y a l'inhibition de la sécrétion d'ADH par rétrocontrôle négatif, puisqu'on est dans un état d'excès d'eau. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir ou bien de demander une réabsorption hydrique. Donc, c'est pour ça, la réabsorption distale de l'eau ou bien de la quantité d'eau qui arrive à ce niveau, qui est de l'ordre de 15%, n'est que de 1,5%. Donc, il reste combien? Il reste 13,5% du liquide qui arrive au niveau médulaire. Cette 13,5% va être éliminé. Donc, on va aboutir à des urines très abondantes, peut aller jusqu'à 23 litres par jour, et sont fortement hypotoniques. Alors, l'osmolarité donc peut descendre jusqu'à 50 milliosmolitres. Donc, c'est pour ça, ou bien dans ce cas-là, la personne doit compenser les pertes urinaires par la soif. Donc, il doit boire beaucoup d'eau et beaucoup de liquide. Et c'est le cas d'un malade qui souffre d'un diabète insipide. Donc, lors d'un diabète insipide, généralement, les malades boivent beaucoup et urinent beaucoup. C'est le signe principal d'un diabète insipide. Voilà sur le schéma qui représente la régulation de l'état ou bien de la réabsorption lors d'un déficit en ADH. Par exemple, lors d'un état d'hyperhydratation. Donc ici, le liquide est hypotonique à l'entrée du tube distal. Il va continuer son chemin pour qu'il soit éliminé avec une quantité, une très faible quantité, bien volume, un très faible volume, et une osmolarité
également faible. Donc l'osmolarité peut descendre jusqu'à 50 milliosmoles. Alors, la deuxième situation, c'est le cas d'une déshydratation. Et dans ce cas-là, la sécrétion d'ADH est très importante. Donc, c'est pour ça ici, il y a l'intervention de l'ADH dans la partie terminale du tube distal, la partie corticale du tube collecteur et essentiellement la partie médulaire. Et à la fin, les urines ou bien l'urine seront comment? Hypertoniques. L'osmolarité peut atteindre 1200 et sont peu abondantes. Voilà en résumé les deux situations. En ce qui concerne l'ajustement acido-basique, donc on a dit au départ que le canal médulaire ou bien le canal collecteur, essentiellement sa partie médulaire, joue un rôle majeur dans la régulation finale de l'équilibre acide-base. Cet équilibre acide-base est dû à quoi? Au mouvement des ions H+ et HCO3-. Dans les deux types des cellules intercalaires, c'est-à-dire les cellules A et les cellules B, au niveau du canal collecteur, alors c'est seulement par l'intervention des cellules A dans la médulaire interne, puisqu'il n'y a plus des cellules B dans la partie médulaire interne. Donc, il faut dire également que le pH urinaire, on a dit ça, le pH urinaire normal est acide. Il est généralement entre 5 et 6, mais il peut varier entre 4,5 jusqu'à 8. On va terminer par les actions des différents diurétiques. Généralement, il y a 4 classes de diurétiques. Une substance diurétique, ça veut dire qu'elle permet d'éliminer l'excès de liquide. Elle favorise l'élimination et l'excrétion de liquide. C'est l'effet diurétique. Donc, alors, il y a 4 classes. Il y a les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, il y a les diurétiques de Lens, il y a les diurétiques thiazidiques, il y a les anti-aldostérones. On va commencer par les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Sont représentés par l'acétazolamide, commercialisé sous le nom de Diamox. Donc, ils agissent au niveau du tube proximal par inhibition, comme leur nom nous montre. C'est l'inhibition de l'anhydrase carbonique qui va inhiber donc la réabsorption du sodium par cet antipore Na+, H+. Donc, une fois inhibé, la dissociation de l'acide carbonique, il n'y a plus de sécrétion d'H+, et donc il n'y a plus de réabsorption de sodium par ce transporteur Na+, H+. Alors, il y a également inhibition de la réabsorption des ions ou bien des ions HCO3-, puisqu'il y a inhibition de la dissociation de l'acide carbonique, donc il n'y aura plus de bicarbonate. Donc c'est pour ça, l'effet diurétique est assuré par, ou bien à la suite de l'inhibition de la réabsorption du sodium. Donc il y a accumulation du sodium, il y a une charge importante du sodium qui arrive dans le segment terminal et qui amène l'eau avec elle. On va voir l'effet diurétique de ces substances. Alors, l'effet secondaire de ces inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, c'est l'acidose métabolique. L'accumulation des ions H+, sera responsable d'une acidose métabolique. La deuxième classe, ce sont les diurétiques de Lens, représentés par le furosémide, commercialisé sous le nom de Lasix.
Il y a également les bumétanides. Donc, leur site d'action est la branche ascendante de l'ANS par inhibition de cotransport Na+, K+, 2Cl-, ce qui aboutit également à l'inhibition de la réabsorption du calcium et du magnésium, dont le passage normalement se fait par voie paracellulaire. La réabsorption du chlore, normalement, va appeler le calcium et les cations divalents en général. Donc, une fois inhibée, cette réabsorption primaire, la réabsorption secondaire est également inhibée. Donc, c'est pour ça, ça risque de donner quoi? Une hypocalcémie et une hypomagnésémie. Parmi les effets secondaires des diurétiques de Nance, c'est l'alcalose hypocalémique et la diminution du gradient osmotique cortico-papillaire. Donc, l'effet diurétique de l'azédix, par exemple, est exercé à la suite de quoi? De cette diminution du gradient osmotique cortico-papillaire. En ce qui concerne les diurétiques thiazidiques, sont représentés par les hydrex, l'indapamide et le fludex. Le mécanisme d'action ou bien le site d'action est la partie initiale du tube distal par inhibition du cotransport Na+, Cl-. Ils entraînent une perte de potassium et même des protons en aval, c'est-à-dire dans le canal collecteur. Également, la quatrième et la dernière classe, ce sont les anti-aldostérones, représentés par l'amyloride, la spironolactone, l'aldactone et même le facteur natriurétique atrial. Ils agissent au niveau de la partie terminale du tube contourné distal et au niveau du tube collecteur initial, c'est-à-dire dans sa partie corticale. Alors, le mécanisme d'action est une inhibition des canaux Na+, K+, c'est-à-dire inhibition des canaux sodiques et potassiques, des cellules P, et qui sont aldostérone dépendants. Donc, une fois inhibée, l'inhibition de la réabsorption de sodium est responsable de l'effet diurétique. Donc, le sodium va garder avec lui l'eau et donc va éliminer l'excès d'eau. Alors, l'inhibition de la sécrétion du potassium est à l'origine de quoi? D'une élévation de la kaliémie. Donc, c'est pour ça ces substances sont dites des épargneurs de potassium, des substances épargneurs de potassium, c'est-à-dire qui inhibent ou bien qui gardent le capital potassique dans le sang. Ils sont indiqués, voilà, en cas d'un risque d'hypocalémie, bien chez les malades qui présentent une hypocalémie. Donc, pour ne pas aggraver l'hypocalémie, il faut bien prescrire des médicaments épargneurs de potassium, c'est-à-dire qui préservent le potassium dans le sang. Voilà. Donc, on va terminer par ce schéma représentatif des sites pour les sites d'action des différentes substances diurétiques. Donc, en ce qui concerne les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, donc le site d'action, c'est le type proximal, comme vous voyez. Alors, les diurétiques de Nance agissent au niveau de la branche ascendante de Nance. Les thiazidiques agissent au niveau de la partie initiale du tube distal. Les anti-aldostérones épargneurs de potassium agissent au niveau de la partie terminale du tube distal et la partie initiale du tube collecteur. Voilà en ce qui concerne les sites d'action des différentes substances diurétiques. Et je vous remercie.